Et donc, on termine dernière partie de Bismart avec Fabrice Bonifay, le directeur du développement durable de Bouygues, mais surtout président du C3D. C'est-à-dire, tu me rappelles ce que c'est, Fabrice? C'est C3D, une association de professionnels de la RSE voilà, qui regroupe 190 entreprises à date. Et qui, on va le voir là, d'ailleurs, il va s'afficher, qui sort donc un bouquin qui s'appelle L'entreprise contributive, concilier le monde des affaires et limites planétaires. Et Fabrice, je te disais, il a un petit sourire, parce qu'on va s'étriper, Fabrice. Non, mais sérieusement, c'est un traité politique que tu as fait. Politique ? Ouais, politique. C'est pour sauver nos entreprises, avant toute chose. Tu dis, il y a un chapitre qui s'appelle l'alignement sur les faits scientifiques. Oui, c'est le premier. Et je pense que c'est la clé, on est d'accord, Fabrice, c'est la clé de tout. Ouais. Et à l'intérieur, tu ne fais qu'enfiler des slogans, alors certes intéressants, hein, mais que des slogans, absolument. Et je tombe sur cette phrase, et moi, cette phrase, c'est un peu mon obsession aujourd'hui. Ça le fait marrer, là, mais c'est pas... Non. Donc, la croissance infinie dans un monde fini en ressources n'est qu'une pure fiction. Le fait qu'on tienne... Alors, oui, c'est ça. Pardon, parce que j'avais mis dans mes citations, il faut que je m'arrange. La croissance infinie dans un monde fini en ressources n'est qu'une pure fiction. Le fait qu'on tienne son discours depuis 2 siècles, c'est-à-dire, c'est déjà ce que les Anglais disaient à propos du charbon en 1850. Oui, c'est le traité de Rome, c'est le rapport Meadows. Oui, il y a plein de gens qui l'ont dit avant moi. Oui. Mais surtout qu'ils le disent depuis 2 siècles, et puis depuis 2 siècles, on trouve des solutions pour pallier ce sujet. Combien tu mesures, Stéphane ? 1m71. Bon. Je tiens à mon petit centimètre en plus, comme tous les gens qui sont petits. Voilà, comme moi d'ailleurs, 1m71. Oui, il me semble l'avoir vu d'ailleurs, à un moment dans le bouquin, tu le dis d'ailleurs, voilà. 1m71. Et tu t'es bien arrêté de grandir un jour. Ouais. Bon, et ça t'a pas empêché de vivre. Ah, mais non. Ouais. Ça, je rêve, ça. Bon. Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ces anomalies là, enfin, ces rapprochements. Non, c'est pas un alignement sur les faits scientifiques. Non, mais regarde, tu dis. Ah, ça, c'est un fait scientifique qu'on arrête de grandir. Ouais, malheureusement pour nous d'ailleurs. La croissance infinie a pris du plomb dans l'aile. Croire, faire croire et même laisser croire une ineptie pareille est désormais plus criminel que ridicule. Oui. Bah oui, parce que... Croire en la science. Croire qu'on va trouver des solutions comme l'humanité a toujours trouvé des solutions pour continuer son développement, ça c'est criminel. Criminel, tu dis, Fabrice. Non, mais ça dépend quelle lecture tu as de cela. Il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques difficultés dans le modèle de développement qu'on a eu jusqu'à présent. On est parfaitement d'accord. Ne serait-ce que les émissions de gaz à effet de serre. Tout à fait. Donc, ce qu'on dénonce dans ce bouquin, c'est que l'essentiel du développement a été possible grâce à des énergies qui sont aujourd'hui le problème de demain. Tout à fait. Et que si on veut réconcilier le monde des affaires, c'était l'objet du bouquin, et les limites planétaires, il faut déjà apprendre un nouveau modèle de développement qui va pouvoir se passer de ces énergies fossiles. C'est ça, en fait, le nœud du problème. Tu vas beaucoup plus loin dans ton bouquin. Tu vas beaucoup plus loin. Ce problème-là, cette première limite scientifique... Mais si tu t'étais arrêté là, on serait d'accord. C'est là, déjà. Ah ben oui, mais si tu t'étais arrêté là, on serait d'accord. Sauf que derrière, en fait, t'en tires la conclusion qu'on n'y arrivera pas. Et que donc, il faut rentrer dans une forme de décroissance. C'est-à-dire, tu en tires la conclusion qu'on ne peut pas substituer, en fait, des énergies aussi puissantes aux énergies fossiles. Je me trompe pas, hein, Fabrice ? On peut le faire, mais en adoptant un modèle qui inclura en fait la sobriété et l'usage et l'intensité d'usage, parce qu'en fait, il faut parler des solutions. Les constats, tout le monde les connaît. Et donc, par contre, ce qui est quand même un peu nécessaire aujourd'hui, c'est de parler du comment, parce que le pourquoi, ça fait des années qu'on parle du pourquoi. Et dans le comment, si tu as été dans les autres chapitres, on parle des leviers... J'ai oublié mon exemplaire. Voilà. Mais ça m'embête beaucoup parce que... Mais parlons des leviers. Non, parce qu'on a, à un moment, qu'est-ce qu'une entreprise contributive ? Voilà. Donc là, on va y aller. Qu'est-ce qu'une entreprise contributive ? Alors, il me faut non seulement mon exemplaire, mais il me faut mes lunettes. Qu'est-ce qu'une entreprise contributive ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une entreprise contributive ? Alors, c'est une entreprise qui produit plus d'externalités positives qu'elle ne produit d'externalités négatives. Ça, c'est la base même de l'entreprise contributive. C'est une entreprise qui a conscience que de créer la valeur en détruisant de la valeur par ailleurs, c'est pas durable. Et que le prétexte de dire je crée la valeur économique et ça m'autorise à détruire de la valeur écologique,
ce discours-là, il est plus audible parce qu'en fait, il n'est pas tenable d'un point de vue scientifique. C'est tout l'enjeu de la première partie du bouquin. Et donc, pour arriver à renverser des modèles économiques pour les rendre réellement soutenables, eh bien, il faut s'intéresser au modèle d'affaires de l'entreprise. Et le modèle d'affaires d'entreprise qu'on propose, et les pionniers, il y a tout un chapitre qui explique qu'il y a maintenant des dizaines d'entreprises dans le monde qui adoptent ce modèle. Absolument. Donc on n'est pas dans l'utopie, dans l'incantation. Il y a des entreprises qui s'y sont collées vraiment. Et il y a un plus petit commun dénominateur que l'on a observé. Et le plus petit commun dénominateur, ça passe par quoi? Ça passe par une approche beaucoup plus circulaire. C'est-à-dire on ne vend plus un produit destiné à être acheté par des gens qui vont le posséder et qui vont finir par le jeter tôt ou tard, mais on va plutôt vendre des usages. Et quand on vend des usages, on réduit en fait la pression sur les ressources. Parce que le grand problème, c'est que le business, c'est des matières premières transformées avec de l'énergie, de l'intelligence humaine et des convertisseurs, des machines. On sait qu'il y aura moins de ressources disponibles. Si on augmente l'intensité d'usage, si une voiture, par exemple, au lieu d'avoir une voiture, un utilisateur, on a une voiture X utilisateurs, eh bien, ça permet de continuer d'utiliser la voiture. Donc, on n'est pas dans le retour au Moyen-Âge, mais on baisse la pression sur les ressources. Qu'est-ce que vient faire là-dedans, par exemple, le management? Donc il y a, alors c'est intéressant d'ailleurs, hein, il y a, vous avez, voilà, je le montre là à la caméra si on peut le voir, toute une série d'items, il y en a combien? Une trentaine. Une trentaine, voilà. Ouais. Réponse A ou réponse B, c'est bien ou c'est pas bien. Et donc, j'ai donc le mal. La logique managériale est l'exécution, la subordination, la conformité et l'obéissance. Et puis le bien, la logique managériale est la responsabilité, l'autonomie, la confiance et l'initiative. Absolument. Sans doute, tu as raison. Hein, mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Je veux dire, si j'ai envie de... Enfin, la Légion étrangère peut être sans doute une entreprise contributive. Oui, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Ce qu'il y a à voir là-dedans, c'est que réinventer l'entreprise, ça veut dire laisser des espaces de créativité, laisser la possibilité aux collaborateurs de tester, d'expérimenter et de ne pas appliquer sans cesse un processus qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Rien n'est moins efficace aujourd'hui de vouloir rendre plus efficace une tâche qui ne devrait plus exister. Et dans beaucoup d'entreprises, en fait, on répète, comme avec la force de l'habitude, des processus qui sont aujourd'hui inefficaces pour prendre en compte les enjeux de long terme. Si on veut permettre aux collaborateurs d'inventer des nouvelles choses, il faut leur laisser des espaces de liberté, de créativité et leur permettre le droit à l'erreur. Eh bien, on ne pourra pas inventer l'entreprise de demain sans libérer un minimum la créativité des collaborateurs. Parce que les solutions sont dans la tête des collaborateurs. Bonne réponse. Mais en fait, le sujet quand même, c'est que j'ai l'impression, et c'est toujours le problème que j'ai moi aujourd'hui, c'est qu'au nom de... ce nouveau modèle de croissance, voilà, on va l'appeler comme ça. Voilà, nouveau modèle de croissance. Oui, ouais. Mais on nous impose des agendas qui n'ont rien à y faire. Des agendas et des dogmes qui n'ont rien à y faire. Alors les agendas, encore une fois, c'est pas Bonifay qui l'indique. Les agendas, ce sont les scientifiques qui le donnent. Aujourd'hui, si on considère... On prend l'exemple actuellement de la crise du gel chez les viticulteurs. Non, mais tu vois, par exemple, Fabrice, les investisseurs privés constituent l'essentiel de la structure actionnariale de l'entreprise. Ça, c'est pas top. L'entreprise a choisi le statut d'entreprise à mission et ou modèle de fondation d'actionnaires. Ouais. Non, mais attendez, on ne pourra pas... Tu comprends, c'est là où on est sur des agendas différents. C'est-à-dire qu'en gros, on veut modifier le capitalisme. Voilà. On veut le rendre plus responsable par rapport aux enjeux de long terme. Mais les actionnaires, la finance, vont être la plus grande force de responsabilité, Fabrice. Ah, à condition qu'ils se dépêchent. Mais ils sont en train de se dépêcher. Oui, on le sent, on le voit. Ils sont en train de se dépêcher. Oui. Et qui est-ce qui a imposé la première motion climat? C'est quand même un événement. La première motion climat a été débattue en Assemblée Générale chez Vinci. Oui, voilà. C'est vrai. Bon. C'est TCI qui, enfin bref, c'est les actionnaires, l'ensemble des actionnaires qui ont imposé ça. C'est ce qu'il faut faire. Sans doute. Mais attention, qu'on se mette d'accord. L'agenda des solutions, pour arriver à changer ce modèle, on a un agenda qui est extrêmement court en temps. On doit diviser par 2 les émissions d'ici 2030 à l'échelle planétaire et par 3 d'ici 2050. Et ça, ce sont les faits scientifiques. Donc il ne reste pas énormément de jours pour faire cette mutation, pour faire cette transition. Et l'urgence climatique, il s'agit bien d'urgence climatique, c'est avoir la responsabilité, avoir la lucidité de comprendre que certes, il faut laisser du temps au temps, mais regarde ce qui se passe actuellement avec les viticulteurs.
les viticulteurs qui sont en train de vivre un drame. Oui, enfin là, non. Non. Dire qu'un coup de gel, c'est. Non, si, c'est un drame parce que Oui, ces gens-là, ils vont perdre des revenus. Non, mais il y en a eu avant, il y en aura après. Enfin. Oui, mais c'est plus grave aujourd'hui. Non, Fabrice, là, c'est plus grave aujourd'hui. Pardon, c'est plus grave parce qu'on ne pourra pas tous les ans. On pourra pas tous les ans. Là, tu joues à Trump. Ah, bah non. Mais si, enfin, je veux dire, la météo et le climat, enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. C'est pas la même chose. Non, la météo et le climat, c'est deux choses différentes. Mais le climat va induire des phénomènes météorologiques qui vont être récurrents et qui vont être des catastrophes pour l'agriculture. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte maintenant, pas dans 10 ans. Tu évites souverainement la question nucléaire. Ah non, on en parle. Si, on en parle. Non. Ah si, mais cherche bien, je ne peux pas te donner la page exacte. Bien chercher, hein. Oui, si. Allez, il faut... Là, le nucléaire est un mal nécessaire, on en a déjà parlé ici, et on en a parlé avec mon ami Jean Covici. On aura besoin absolument d'électricité nucléaire pour assurer une transition juste et arriver à décarboner le plus vite possible. On ne pourra pas passer du tout fossile au tout renouvelable, si tant est que ce soit possible un jour, sans passer par la case nucléaire. Aujourd'hui, tous ceux qui ont un peu étudié la question savent que cette lucidité-là, il faut l'avoir, il faut l'affirmer. Mais le nucléaire, alors ça c'est une question sérieuse que je pose, le nucléaire ne peut pas te donner justement la puissance qui te permet de garder ce modèle de croissance. 7% de l'énergie mondiale, c'est du nucléaire. 7%. Oui, mais... ça fait combien de centrales... de construction massif. Ah bah oui, ça fait combien de centrales à construire aujourd'hui entre maintenant et 2050 ? Trouver les sites. C'est pas aussi facile que ça. J'entends la réponse. Même en France déjà. Essayons de renouveler notre parc. Ça sera déjà bien. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas sûr que... Enfin, je crois que les autorités politiques n'arrivent pas... Enfin bon, bref. Ça, c'est un sujet. Alors là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. C'est que l'agenda, il est politique là-dessus. Il n'est pas du tout aligné sur les faits scientifiques. Eh ben, il faudrait qu'il le soit. Alors... Mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont très très intéressants dans le bouquin. J'ai été chercher un peu parce que ça m'amuse. Tu as une forme de méfiance envers les labels, ça m'intéresse. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui ai une forme de méfiance, parce que le gouvernement a demandé récemment aux gens qui s'en occupent de faire un peu le ménage entre les labels autoproclamés, les labels qui ont fait l'objet d'une vraie concertation avec les parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, il y en a trop et les gens ne s'y retrouvent plus. Ouais, donc, les labels en tant que tels, c'est très bien. Mais quand il y en a trop, ça devient illisible. Donc je pense c'est nécessaire au bout d'un moment de balayer un peu, de regarder un petit peu quels sont les labels qui sont sérieux, ceux qui le sont moins. Et ça, c'est le rôle des pouvoirs publics de définir des critères d'éligibilité d'un label qui se veut véritablement sérieux et responsable. Mais alors, celui dont tout le monde parle, Bicorp, il est sérieux, il est sérieux. Non, c'est pas un label, le Bicorp. Bicorp, c'est un questionnaire que les entreprises acceptent, auquel les entreprises acceptent de répondre, et qui, sur la base d'un certain nombre de points, fait qu'on est Bicorp ou pas Bicorp. Ouais. Bon, je fais les différences entre les labels système, qui s'associent aux entreprises, et les labels produits, qui s'associe à un produit particulier qui donne les caractéristiques d'un Attends, je ne comprends pas. Bicorp, c'est un label système. Oui, système. D'accord. Ouais. Mais il est solide celui-là ou pas ? Oui, je pense qu'il est solide. Pas tant que ça, je vois. Attention, c'est de l'autoproclamation. Certes, les entreprises doivent apporter des preuves, mais il n'y a pas d'audit. Il n'y a pas d'audit sur le terrain. Les Américains sont très très forts pour faire ce genre de trucs. Maintenant, je pense que c'est beaucoup mieux d'être Bicorp que de ne pas être rien du tout. D'accord. Mais il ne faut pas non plus rêver, ça ne suffira pas. Et alors, les labels produits, c'est quoi ? C'est Nutri-Score, ce genre de trucs quoi. C'est le label rouge. Oui, voilà, c'est des labels qui s'identifient en fait à un produit en apportant des caractéristiques. Par exemple, pour l'agriculture ou pour un produit alimentaire, il n'y a pas de pesticides. Le DG des fermiers de Loué, inventeur, je ne le savais pas, inventeur du label rouge. Il était à ta place la semaine dernière. Extraordinaire, passionnant. C'est bien le label rouge. Parfaitement, oui. Parce que celui-là, il a été défini il y a très longtemps, il est sérieux, il est reconnu ensuite par la population. Il y a beaucoup d'autres labels aujourd'hui. On ne sait pas trop comment il a été défini et ça va peut-être un peu trop vite. Donc il y a besoin de faire un peu le ménage dans les labels. Mais ça, par exemple, agriculture raisonnée, bien-être animal, etc., c'est pas une confusion des agendas avec la question du carbone et du réchauffement climatique ? Non, tout est lié, tout est interdépendant. Je pense que c'est bien. C'est ça que j'ai du mal. Oui, mais si. C'est ça que j'arrive pas. Mais non, mais attends, je crois que tu as invité plusieurs fois des gens qui s'occupent de ces sujets-là. Oui, j'écoute moi. Aujourd'hui, il n'y a pas de business sans énergie. Tout est énergie. S'il y a moins d'énergie qui rentre dans le système, on peut dire qu'il y aura moins de business. Sauf, et c'est dans le bouquin, on l'explique largement, tu n'en as pas encore parlé, on a des leviers énormes de progrès. Premier levier, la non-qualité et la surqualité. Il y a énormément d'entreprises aujourd'hui qui produisent de la non-qualité.
Et il faut le refaire, c'est des rebus, c'est des accidents, c'est des incidents, c'est la matière première utilisée en trop, sans parler de la surqualité. Hein, on met trop de matières premières, il y a des gadgets plein les magasins, les gens utilisent à peine 5% des fonctionnalités des produits qu'ils achètent. Mais tout ça, ça consomme des matières premières, tout ça, ça consomme de l'énergie. Par exemple, tu nous parles... Mais oui, mais là, c'est... Ah ben oui. C'est là, on est au cœur. Tu nous parles du Fairphone, par exemple, comme tout le monde nous parle du Fairphone, voilà, démontable, etc. Et tout. Il y a combien de temps, je crois, il y a 5 ans, plus de 5 ans qu'il existe. Les gens l'achètent pas, bon Dieu. Ah ben oui, mais c'est un sujet quand même. Je vais te raconter l'histoire des voitures électriques. Il y a 11 ans, il y a 12 ans, il y avait déjà les premières voitures électriques, personne ne les achetait. Aujourd'hui, ça fait plus de 10% des ventes en France. Et on peut raisonnablement penser que les voitures urbaines en 2030, il y en aura quand même pas beaucoup qui seront thermiques. Question sérieuse. Parce qu'en l'occurrence, le numéro 2 de Toyota, il n'est pas tout à fait sûr. Tu es sûr que c'est la bonne solution, les voitures électriques? Je pense... T'es sûr de toi, là, en termes de bilan carbone général, système contre système, comme on dit? Alors, en coût carbone complet, encore, si on veut... Parce que dans tous ces sujets, en 10 secondes, on dit une connerie, mais il faut un peu plus de temps pour expliquer. Okay, donc, une voiture thermique qui est dans un pays, enfin, qui roule dans un pays où l'électricité est très, très carbonée. Il est probable qu'il vaut mieux rester avec des voitures thermiques sans doute plus légères, qui consomment moins et qui ont des bilans au kilomètre qui sont... Dans un pays comme la France, qui a la chance d'avoir une électricité décarbonée... Oui, mais il n'y en a pas beaucoup comme nous. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Eh bien, c'est plus intelligent de rouler qu'une voiture électrique. On est d'accord. Et on peut espérer que certains pays qui sont aujourd'hui avec des mix énergétiques très carbonés et qui sont en train de faire évoluer leur mix vers des énergies plus renouvelables, bien que la voiture électrique, dans ce cadre-là, devienne plus intéressant en termes de carbone. Un dernier point qui m'a alors beaucoup intéressé aussi, c'est qu'une entreprise, pour toi, elle ne peut pas s'auto-évaluer. Non. Impossible. Non. Enfin, elle peut s'auto-évaluer, mais enfin, ça suffit pas. Voilà. Il faut fonctionner en réseau là-dessus. Bien sûr. Et on a besoin des autres. Parce que sinon, on tombe dans un syndrome qui s'appelle la certitude. Il y a 3 mots qui mènent au dépôt de bilan. Frontière, méfiance et certitude. Donne-moi ça. Frontière. Surtout, on ne collabore pas. Et puis c'est pas mon domaine, j'ai pas besoin d'aller là-dedans, etc. Et tout. Ça tu décris énormément d'ailleurs, mais ça c'est beaucoup décrit, la façon dont l'industrie doit devenir une offre de service. Absolument. Oui, voilà. Bon, mais ça a été largement décrit. Donc frontière, méfiance, certitude. Méfiance, bah oui, c'est pour moi qui l'ai inventé, c'est pas bien. Oui, mais certitude parce que je pense que comme mon business passé a très bien fonctionné, je pense que le futur va être une continuité linéaire du passé. Ah ben non, dans un monde qui voudra respecter l'accord de Paris, le futur ne sera pas une continuité linéaire du passé. C'est pas vrai. Est-ce qu'on aura cette double contrainte dont tout le monde parle aujourd'hui, qui est la contrainte de l'obligation de diminuer les émissions, obligation morale? C'est même pas une obligation sociétale, c'est une obligation morale vis-à-vis des générations futures. Et puis de toute façon, comme je persiste à croire, et ça tu ne m'enlèveras pas de la tête, qu'on est sur une planète avec des ressources en dimension finie, et ça, il faut l'accepter une fois pour toutes, et que tôt ou tard, ces ressources fossiles qui ont fait la fortune d'une grande partie de nos pays, eh bien ces ressources fossiles, elles vont s'amenuiser, on va rentrer en déplétion. Ben avec moins de ressources qui rentrent dans la machine, ça fait moins d'énergie. Non, mais revenons sur... Parce qu'il nous reste 40 secondes, mais je trouve ça très intéressant, et tu décris toi-même, et c'est là vraiment précis. C'est-à-dire, la grande difficulté entre fonctionner en réseau, s'auto-évaluer, faire des benchmarks entre entreprises du même secteur, de taille comparable et tout, mais ne pas rentrer dans le secret des affaires. Bien sûr. Voilà. La ligne de crête, elle est... Ah oui, mais il y a ceux qui sauront le faire, c'est ceux qui feront les ruptures, qui leur permettront d'exister et de durer. Bon. C'était Bismart, les amis. Merci, Fabrice. Salut Stéphane. Et on se retrouve demain.